Alors sur la situation entre l'Ukraine et la Russie et l'Europe et l'Amérique, je suis assez perplexe. Vous savez, n'importe quel psychologue un peu sérieux vous dira que quand deux entités face à face se combattent, rivalisent, deux personnes, deux identités, lorsqu'on voit que dans leur affrontement, elles font toujours plus de la même chose, c'est que c'est l'impasse qui se profile. Et les Russes bombardent toujours plus, et l'Ukraine se défend toujours plus et va contre-attaquer toujours plus, et l'Europe et l'Occident, l'Europe et l'Amérique, disons, l'arment, la soutiennent, mais surtout ont trouvé l'arme nucléaire économique qui doit faire plier la Russie et dont on sent bien quand les différents responsables en parlent que c'est leur point de jouissance. Ça veut dire l'Europe n'a jamais été aussi unie, oui, aussi unie, mais contre la Russie. Jamais la Russie n'a été sous une pression qui va s'aggraver toujours plus, etc. Et on se dit que, décidément, c'est un conflit où il n'y a pas de tiers. C'est un affrontement de deux entités et avec un déchaînement, avec toujours plus des deux côtés. Et on ne voit pas où peut mener cette dynamique qui semble être de plus en plus totalisante et totalitaire. On dit qu'on ne combat pas le peuple russe, il n'empêche que des concertistes russes ont été déprogrammés, des étudiants russes ont perdu leur bourse européenne, etc. Donc on s'en prend en fait à des Russes, à des individus russes, à des gens qui partagent l'identité russe. Et c'est tout à fait dommageable parce que ça reflète un point de vue qui est une épreuve de force, un bras de fer, où le mieux qui puisse arriver du point de vue occidental, disons, euro-américain, le mieux c'est que la Russie se retrouve à genoux. Or, si le but est de mettre la Russie à genoux, c'est encore l'impasse parce que je n'imagine pas une identité comme la russe, et voilà, se mettre à genoux et supplier l'Amérique de l'aider, de la sauver, supplier les dirigeants européens. Donc, c'est réellement l'impasse qui est programmée, une impasse qui était évitable. Il y avait des esprits, des diplomates américains, Brzezinski par exemple, qui dès 2014 disait « Attention, l'Ukraine veut être indépendante, elle veut peut-être pas être dans l'Europe, mais elle veut être indépendante, c'est une réalité. Il faut faire comprendre ça aux Russes sans les humilier. » Apparemment, la poussée vers l'affrontement, vers le face-à-face, vers le pas de tiers et pas de quartier, a été la plus forte. Et que faire? Déjà, il faudrait que des esprits alertent sur cette espèce d'unanimisme
où on sait quel est le camp du bien, et on en fait partie, on sait quel est le camp du mal, et on rameute pour le combattre, c'est de très mauvais aloi. Et c'est clairement un manque de branchement symbolique, de dimension symbolique, où en principe, on doit gérer et prendre part à un conflit, surtout quand on n'y est pas directement impliqué, comme c'est le cas pour les États européens et pour les États-Unis. On doit le gérer avec l'idée que l'adversaire n'est pas voué à se retrouver à plat ventre, à se retrouver effacé, anéanti, barré, réduit à se convertir à notre vision. Et lorsqu'on voit cette logique à l'œuvre et qu'on examine après coup les événements du djihad, même les attentats terroristes, on s'aperçoit, vous savez, quand des djihadistes, que certains appellent des terroristes, très bien, prennent des otages de l'identité d'en face, on dit mais c'est des innocents, qu'est-ce que c'est, ça, à quoi ça arrive? Ben non, là, c'est les autres, c'est des peuples entiers qui sont pris en otage. Et donc, on est dans une logique terroriste et cuit réparti équitablement des deux côtés. Et je trouve que c'est, bien sûr, je vous avoue que ça n'est pas une révélation pour moi. Je n'ai jamais pensé que la culture occidentale prédisposait ses tenants à une vision humaniste, ouverte, un goût du risque, un goût du conflit où l'un ne doit pas être anéanti, mais de le voir, de l'observer, m'impressionne. Et j'aimerais bien que des gens y réfléchissent et mettent en question la certitude où ils sont d'avoir la bonne position, d'être pour le bien. Évidemment, quand les corps sont atteints et qu'on se met du côté des corps atteints, c'est comme si on brandissait un argument imparable qui est la vie. On brandit la vie contre ceux qui frappent la vie. Donc on est dans un combat de la vie d'un côté contre la mort de l'autre. Mais peut-être que c'est une apparence et que la vie consiste plutôt à envisager un conflit entre deux entités vivantes pour trouver une issue de vie. C'est tout à fait différent.